Là, c'est bon, on est en direct. Voilà, bienvenue à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. On a un autre rendez-vous aujourd'hui. On va parler aujourd'hui de la Chine. Le thème d'aujourd'hui, c'est la Chine trouve-t-elle le sommet du monde? Je rappelle que le Clubhousing Afrique Diaspora, la plateforme a pour but donc de promouvoir l'intelligence économique, promouvoir la veille stratégique, promouvoir aussi l'entrepreneuriat, tout ce qui est stratégie d'entreprise, l'analyse de marché, les études. Nous recevons donc aujourd'hui un invité spécial qui connaît bien la Chine et le Japon. Il s'agit de Nicolas Michelon, pardon. Il est fondateur et gérant de Asia Intelligence Advisory, éditeur asiapowedge.com. Il est spécialiste donc, comme je disais tantôt, de la Chine et du Japon. Bonsoir Nicolas. Bonsoir, bonsoir Alain, Est-ce que bonsoir à tous. bienvenue, c'est nous qui te disons merci. Nous sommes vraiment honorés de te recevoir ce soir. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter à toutes les personnes qui nous regardent, qui vont nous regarder? Bien sûr, et bonsoir à tous, et d'ailleurs je voulais vous remercier pour votre accueil ce soir. Alors comme l'a dit Alain, je dirige une entreprise qui s'appelle Asia Intelligence Advisory, qui est un cabinet de conseil en intelligence économique et stratégique, orienté sur l'Asie-Pacifique, et en particulier sur l'Asie du Nord, à savoir le monde chinois, le Japon et la Corée. J'ai vécu en Asie pendant 15 ans, j'ai travaillé pendant 12 ans à Hong Kong, pendant 3 ans à Singapour, et j'ai fait beaucoup d'affaires aussi au Japon. Mon parcours, en fait, commence par un poste de macroéconomiste, où j'ai travaillé pour le ministère des Finances, détaché au consulat de France de Hong Kong. Je suis ensuite, j'ai commencé à migrer sur de l'analyse financière pour un grand cabinet d'audit et de conseil, en particulier en travaillant sur les banques chinoises. Et j'ai ensuite évolué dans le milieu bancaire, dans la banque privée, pour une banque britannique à Singapour, où j'ai été en charge de la stratégie d'investissement pour les clients fortunés. Et quelques années après la crise des subprimes, j'ai créé ma structure de conseil, qui au départ était une structure purement de conseil en investissement très financier sur des deals de private equity en Asie du Nord. Et depuis quelques années, j'ai intégré toutes les dimensions intelligence économique et stratégique sur ces pays-là. Donc ça, c'est pour la partie conseil. Et à côté de ça, j'anime depuis maintenant bientôt un an, ce sera un an dans une dizaine de jours, le site asiapowerwatch.com, donc qui est un site qui est totalement ouvert et qui est un lieu de rencontre en fait pour tous les analystes et les observateurs de la guerre économique et de l'intelligence économique en rapport avec l'Asie-Pacifique. Et donc nous écrivons et nous échangeons publiquement sur des thématiques de guerre économique, d'influence, de contre-influence, à la fois des nations asiatiques mais aussi des acteurs économiques asiatiques. Donc nous avons des fois des articles qui concernent des entreprises en particulier. Et ce qui nous intéresse, c'est la guerre économique en rapport avec l'Asie, c'est-à-dire en Asie, mais aussi menée par les acteurs asiatiques en dehors de l'Asie. Et nous travaillons en particulier beaucoup sur l'Amérique latine. Et bientôt, nous allons commencer à avoir des séries d'articles sur l'Afrique également, pour comprendre comment les puissances asiatiques sont en concurrence les unes avec les autres sur le continent africain. Merci Nicolas. Alors, on sait très bien, hein, il y a 40 ans, la Chine s'ouvrait donc au concept capitaliste pour devenir aujourd'hui une économie socialiste de marché. Depuis, le pays connaît donc une croissance exponentielle dans tous les domaines d'activité économique. En près de 4 décennies, le PIB chinois a été multiplié donc par 37, passant donc de 305 milliards de dollars en 1980 à 12 725 milliards de dollars. Ce sont des chiffres de 2017. Le pays a affiché un taux de croissance moyen du produit intérieur brut de 10% par an sur la période. Aujourd'hui, moi, je veux te demander tout de suite d'où la Chine tire-t-elle sa puissance économique? Cette force économique-là, d'où est-ce qu'elle vient? Alors, y a plusieurs facteurs qui expliquent cette émergence aussi rapide. D'abord, il y a un effet base, tout simple. C'est-à-dire que la Chine, en 1979, au moment où Deng Xiaoping ouvre les portes à l'investissement et commence
à ouvrir ce qu'on appelle les premières zones économiques spéciales, donc qui sont des territoires sur le littoral chinois où sont autorisés des investissements étrangers, au début au compte-gouttes et après de manière de plus en plus massive, et qui permet en fait une première pénétration de technologies étrangères et d'entreprises étrangères qui va diffuser en Chine. Donc là, en 79, on part d'un effet base. La Chine est un pays qui est assez pauvre. Quand on rapporte les chiffres de PIB que vous avez cités à la population, on a un niveau de PIB par habitant qui est vraiment le niveau d'un pays pauvre, d'un pays quasiment du tiers-monde. Donc on a cet effet base. Donc à partir de cet effet base, dès lors qu'on commence à ouvrir les zones industrielles spéciales et qu'on fait rentrer l'investissement étranger, on a des taux de progression très forts parce qu'on part de très bas. Donc ça, c'est la première raison qui explique les chiffres très forts qu'on a sur à peu près les 30 premières années. L'autre caractéristique principale, et c'est quelque chose que les gens oublient souvent, on pense en général à un génie chinois qui explique ce succès, c'est pas vraiment un génie, c'est juste le fait que naturellement la Chine dispose d'une main-d'œuvre pléthorique et d'une main-d'œuvre qui à l'époque n'est pas du tout qualifiée. La majorité des gens qui viennent travailler dans les usines des zones économiques spéciales sont des gens souvent illettrés qui viennent des provinces campagnardes de l'intérieur de la Chine ou qui viennent de petits villages des côtes, des gens qui traditionnellement sont de familles de pêcheurs ou des petits marchands, des petits commerçants ou même beaucoup des agriculteurs. Donc la Chine dispose d'une très grande quantité de main-d'œuvre pas chère, très bon marché, voilà. Et c'est exactement ce que cherchent les entreprises étrangères qui s'installent en Chine, parce qu'elles viennent en Chine justement chercher des gains de compétitivité. Je rappelle que l'ouverture de la Chine, c'est 79, donc officiellement, ça commence vraiment à décoller vers le milieu des années 80. Et en 1985, qu'est-ce qui se passe? Il y a les accords du Plaza à New York, donc à l'hôtel du Plaza à New York. Et qu'est-ce qui se passe aux accords du Plaza? Les États-Unis et en partie l'Europe font pression sur le Japon pour réévaluer le yen, parce qu'on considère que le Japon est beaucoup trop compétitif, en particulier dans l'automobile. Et qu'est-ce que font les Japonais? Le rapport de puissance, le rapport de force n'est pas à leur avantage, donc ils sont obligés de réévaluer le yen, mais ils récupèrent tout ce qu'ils ont perdu en compétitivité en délocalisant énormément de leurs industries, où ça? Vers la Chine, vers les zones économiques spéciales. Donc on a à ce moment-là le déploiement de ce qu'on va appeler le vol d'oie sauvage japonais. Donc comme un vol d'oie sauvage, vous avez une oie de tête qui donne le tempo et toutes les autres qui suivent derrière. Et régulièrement, les oies changent de position parce que c'est la oie de tête qui s'épuise le plus vite. Le Japon a joué ce rôle-là de leader de ce vol d'oie sauvage et ça a permis vraiment à la Chine de monter en puissance. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, les premiers temps de l'ouverture. Et après, très rapidement, les économies d'échelle, les effets d'agglomération industrielle commencent à jouer à plein. Quand vous avez dans la région du Guangdong, donc juste en face de Hong Kong, tout un cluster d'usines, d'industries technologiques qui s'installent, ça crée en fait ça crée un phénomène de trou noir qui absorbe encore plus d'industries technologiques parce qu'on y trouve tous les fournisseurs, on y trouve tous les clients quand on est un intermédiaire. Et donc vous avez ces clusters qui commencent à vraiment prendre de l'ampleur. Et là, vous avez une montée en gamme des industries chinoises elles-mêmes. Donc là, vous commencez à voir l'émergence des premiers acteurs chinois. Donc là, c'est plus uniquement un PIB tiré par des entreprises étrangères présentes en Chine, mais c'est un PIB créé et tiré par de plus en plus d'entreprises chinoises. On pense à TCL, on pense à Haier dans l'électroménager. On va commencer à voir après des acteurs comme Tencent et Alibaba dans les services et dans l'Internet. Et puis, ce qui sert aussi beaucoup la croissance chinoise de l'époque, qui est quand même très orientée, il faut le rappeler, sur le sud de la Chine. Et donc, c'est compliqué. Tout comme on ne peut pas parler d'une seule Afrique, on peut difficilement parler d'une seule Chine. Il y a vraiment des Chines. Il y a des Chines qui avancent à des tempos différents. Et donc, au début, on est vraiment sur une histoire chinoise qui est orientée sur le sud de la Chine, essentiellement la province de Canton, du Guangdong. Et qu'est-ce qu'on a en face de Guangdong? On a Hong Kong, qui est la place financière, qui est la place commerciale, qui est à l'époque un des plus grands ports, si ce n'est le plus grand port de conteneurs au monde. Et donc, on a cette plateforme qui permet l'ouverture et qui permet l'exportation massive des biens chinois vers le monde. Et on a Taïwan en face. Taïwan est un donneur d'ordre majeur pour toutes ces industries chinoises. Je rappelle que la plupart des iPhones sont fabriqués par une entreprise taïwanaise, Foxconn, qui produit en Chine. Donc voilà l'histoire en fait de la croissance chinoise sur, on va dire, les 20-25 premières années. Après, on commence à avoir un basculement vers une croissance qui devient de plus en plus domestique avec des acteurs domestiques.
D'accord. Alors, on peut pas parler aujourd'hui de la Chine et ne pas parler de la crise du Covid. Beaucoup d'observateurs, même la Chine elle-même a reconnu que la pandémie a commencé chez elle, mais le problème aujourd'hui avec les puissances occidentales et l'Amérique notamment en tête, se dit la Chine n'a pas forcément envie de donner l'alerte. Là, récemment, on a des dernières informations des satellites américains qui disent qu'il y a des voitures qui étaient prépositionnées dans des hôpitaux depuis la période de août, septembre, même octobre. Est-ce que vous qui connaissez bien la Chine, vous pensez que la Chine n'avait pas voulu donner réellement l'information au bon moment où la Chine se disait, bon, on avait la capacité de circonscrire cette épidémie-là? Alors, écoutez, il y a plusieurs théories. Je vais vous dire les théories auxquelles je ne crois pas. On va commencer par celle-là, on va les éliminer tout de suite. Ça n'est bien entendu qu'un Les avis théories du personnel. complot. Alors, voilà, c'est ce que certains appelleraient la théorie du complot. Ça permettra de se concentrer sur celles que je considère peut-être comme plausibles. D'abord, je ne crois pas que la Chine ait créé ce virus pour le répandre dans le monde et pour affaiblir le monde et pour pouvoir, en relatif, prendre la première place. Je ne crois pas du tout à ce scénario-là. D'abord parce que ça nécessiterait un niveau d'organisation que, malgré le niveau de centralisation extrême et assez admirable de la Chine, que la Chine n'a toujours pas actuellement. La Chine est encore en lutte interne pour contrôler ce qui se passe dans beaucoup de ses provinces. Donc ça nécessiterait un niveau qu'à ma connaissance, ils n'ont pas nécessairement. Il y a, malgré ce qu'on peut dire, et j'y reviendrai dans les théories auxquelles je crois, il y a quand même une société civile en Chine. Il y a quand même des gens qui parlent, il y a quand même des gens qui échangent de l'information. Donc un virus créé par quelqu'un dans un laboratoire, lâché dans le monde, où on enverrait des agents chinois prendre des avions pour aller dans le monde entier et tousser devant des gens dans tous les aéroports du monde, j'y crois pas. Ça, c'est un scénario à l'armée des 12 singes, mais j'y crois pas vraiment. Ce que je crois beaucoup plus, c'est que c'est un accident, c'est que c'est une manipulation, une tentative de manipulation d'un virus, alors que ce soit pour trouver un remède ou pour faire des recherches dans une optique militaire. Et je reviendrai sur cette question de l'imprégnation du militaire dans le civil qui devient maintenant systématique et qui est devenu un des piliers de la stratégie de puissance chinoise. Donc ça peut être une explication, un accident de laboratoire. Ce qui ressort en tout cas, et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ça a en effet commencé un peu avant décembre. Il y a un certain nombre de personnes qui ont lancé l'alerte, des Chinois qui ont lancé l'alerte sur les réseaux sociaux. Il y a notamment un médecin qui est mort lui-même du coronavirus et qui a lancé l'alerte et qui a été réduit au silence par les autorités chinoises. Et il y a un certain nombre de professeurs d'université, il y a un certain nombre de chercheurs, il y a un certain nombre de médecins, à différents niveaux d'ailleurs de la hiérarchie médicale en Chine, qui ont tiré la sonnette d'alarme. Taïwan, on parle beaucoup de l'exemple de Taïwan comme un exemple admirable de gestion du coronavirus. Pourquoi le coronavirus a été géré de manière admirablement à Taïwan? C'est tout d'abord parce que Taïwan avait des médecins présents à Wuhan dès le mois de décembre et qu'ils voyaient et qu'ils rendaient compte à Taïwan de ce qui se passait en live dès le mois de décembre et qui disait quelque chose d'anormal est en train de se passer, un type de pneumonie anormale inconnue, différent du SRAS qu'on avait eu il y a une quinzaine d'années, est en train de se développer. Et donc, Taïwan a tout de suite pris des mesures pour arrêter les vols, tester les gens qui rentraient, qui arrivaient de Chine systématiquement. Le résultat, c'est qu'ils n'ont même pas 10 morts à Taïwan. Donc voilà, je pense que c'est beaucoup plus une histoire de mauvaise gestion. Et après, par-dessus, vient se greffer la problématique qui est au moins autant communiste que chinoise. C'est-à-dire, on est quand même devant un pays qui est dirigé par un parti communiste et qui présente toutes les caractéristiques qu'on connaît des partis communistes en termes de gestion de crise et en termes de communication des gestions de crise, à savoir une incapacité totale à communiquer de manière claire, de manière transparente, pas pour être dans un concours du meilleur communicant, mais ne serait-ce que pour permettre à toutes les communautés locales et étrangères de se préparer. Et Donc, là, c'est ce qu'on a vu. par communication, c'est-à-dire qu'il y a un manque de stratégie de communication au niveau de la Chine. Il y a un refus de communication vis-à-vis de la Chine. La Chine est enfermée, mais encore une fois, comme tous les pays communistes, Cuba est dans la même situation, la Corée du Nord, j'en parle même pas. Ces pays-là s'enferment dans une politique qui vise à donner une image d'eux-mêmes à l'extérieur qui est tout autre de ce qu'ils sont réellement. Et ils le font en dépit des évidences.
C'était la même situation en Corée du Nord. Quand on savait qu'il y avait une famine abominable en Corée du Nord avec des centaines de milliers de morts, la Corée du Nord continuait à clamer haut et fort qu'il n'y avait pas de problème de famine en Corée du Nord. Tout le monde le savait, qu'on voyait les gens mourir dans les rues, dans les campagnes, mais officiellement, tout comme il n'y a pas officiellement de problème de coronavirus au Kazakhstan. Ça n'existe pas. Mm. C'est comme le nuage de Tchernobyl, il s'est arrêté à la frontière française. Voilà. Ça n'existe pas, il n'y a pas eu. Donc la Chine est enfermée dans ce type de problème-là. Et ça a fait non seulement que l'image de la Chine a été abîmée, et là je parle de l'image d'une grande puissance, et quand on entend grande puissance, on entend puissance responsable, donc cette image-là a été abîmée, c'est l'image que réclame la Chine depuis 20 ans, et à juste raison, la Chine elle a été pendant des siècles la grande puissance mondiale, la plus grande puissance mondiale, elle cherche aujourd'hui à naturellement retrouver cette position-là, et tout à fait raison, mais ça veut dire qu'elle doit jouer aussi le rôle qui va avec, et à savoir un rôle de puissance responsable. Et ça a en plus fait que beaucoup de pays environnants n'ont pas pris suffisamment au sérieux le risque, puisque le discours officiel, relayé par l'OMS, qui est totalement pénétré par la Chine aujourd'hui à travers son directeur général, qui, je le rappelle, est un Éthiopien qui vient du grand parti marxiste-léniniste d'Éthiopie. Donc en plus, il a été vraiment formé à toute l'idéologie marxiste-léniniste. Donc ce discours chinois de « il n'y a pas de problème » a été véhiculé et répercuté par l'OMS, et ça n'a certainement pas aidé un grand nombre de pays, ce qui ne dédouane absolument pas des pays comme... Est-ce qu'on ne pourrait pas prendre ça comme une forme de collusion? Il y a une collusion sur la gestion de la crise, ça, clairement. Sur le départ de la crise, je n'y crois pas. Je pense que c'est parti d'un accident, d'une mauvaise gestion. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de volontaire de la part des Chinois. Par contre, une fois que le virus est sorti et qu'il a commencé à contaminer des centaines de milliers de personnes en Chine, contrairement aux statistiques officielles, là, oui, là, il y a clairement une entreprise de désinformation et de collusion avec, notamment avec l'OMS pour diminuer l'ampleur de la gravité et pour en plus ouvrir la porte après à toutes sortes de théories qui diraient que le virus venait en fait peut-être pas de Chine, mais viendrait peut-être d'ailleurs. On a eu le droit à c'est l'armée américaine qui l'a implanté, on a eu droit à ça vient peut-être d'Italie après le fashion show à Milan. Voilà. Alors, on sait que cette situation aussi a donné beaucoup d'interprétations au niveau des États-Unis. Là, on a une guerre informationnelle entre la Chine et les États-Unis. Est-ce qu'aujourd'hui, la Chine a les outils pour mener cette guerre informationnelle-là du Covid vis-à-vis, je veux dire, de la première puissance économique mondiale qui est les États-Unis? Alors, je dirais que la Chine, et c'est assez surprenant pour quelqu'un qui observe la Chine comme moi depuis quand même un certain nombre d'années, la Chine commet une erreur, à mon sens, stratégique majeure, c'est qu'elle reprend les outils de communication et de guerre informationnelle des Américains. Elle reprend les mêmes. Et en fait, elle est en train de noyer le monde sous un discours dont le monde a soupé depuis 20 ans et dont le monde dit on en a assez, qui était le discours américain du vous êtes avec nous ou contre nous. Je vous rappelle la phrase de George W. Bush, donc Bush fils, au moment de la deuxième invasion de l'Irak en 2003, vous êtes avec nous ou contre nous. Et bien aujourd'hui, que fait la Chine? La Chine dit au monde entier, vous êtes avec nous ou contre nous. Il n'y a pas de juste milieu. Et pour moi, c'est un grand paradoxe, c'est une grande surprise. Et en fait, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, je vais répondre à votre question sur les armes purement guerre informationnelle, mais qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que la Chine est certes une culture très ancienne, est une civilisation très ancienne, parmi la plus ancienne du monde encore existante, mais d'un point de vue politique, c'est une nation très jeune et très immature. Aussi immature que les États-Unis d'Amérique. Et c'est paradoxal parce que les États-Unis d'Amérique, ça commence il y a à peu près 300 ans, un peu moins. La Chine, ça commence il y a 5000 ans. Donc on aurait pu attendre d'eux un plus grand niveau de maturité dans la communication. En fait, c'est un pays, voilà, en fait, c'est un pays qui est extrêmement immature. Alors purement sur la question guerre informationnelle, donc les Chinois ont repris en fait toutes les techniques occidentales dont on dit qu'elle leur vient pour la plupart des Russes, et d'ailleurs beaucoup des pays occidentaux reprennent un peu les méthodes développées par le KGB à l'époque soviétique, et les Chinois sont des très bons élèves de ce point de vue-là, ils s'inspirent des méthodes russes, sauf que la Chine, contrairement à la Russie, est un pays pressé, est un pays immature et pressé. Le Parti communiste chinois est extrêmement immature et pressé, et donc ils veulent enregistrer des victoires extrêmement rapidement. Donc en gros, quand ça rentre pas assez facilement, ils s'énervent. Alors,
Où est-ce qu'on le voit? On l'a vu en Australie, par exemple, qui est un exemple, probablement un cas d'école que le monde entier et que je conseillerais à l'Afrique en particulier de regarder de très près, parce que ce qui se passe en Australie actuellement, c'est ce qui, à mon avis, pend au nez de à peu près tous les pays africains, si ce n'est pas déjà arrivé. L'Australie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a quelques semaines, le Premier ministre australien a demandé a suggéré l'idée qu'une enquête internationale soit menée sur l'origine du coronavirus. Pas dans le sens, c'est les Chinois qui ont cherché à contaminer le monde, mais dans le sens, quel type d'accident a pu se passer pour éviter qu'il se reproduise. Vu qu'en plus, le laboratoire dont il se serait parti, c'est un laboratoire qui a été offert par les Français et par des instituts français qui offrent ces laboratoires à d'autres pays. Donc on se dit s'il y a un problème de process scientifique dans ces laboratoires, qui a donné lieu à cette pandémie, ça vaut le coup quand même de l'analyser pour faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Ben, la Chine a très mal pris ça, naturellement, a pris ça comme une volonté des pays occidentaux de se liguer contre elle et de liguer le monde que les États-Unis est l'allié de l'Australie. Voilà, on rappelle donc États-Unis et Australie sont alliés historiques pour des raisons culturelles évidentes. L'Australie, en plus, fait partie du groupe Five Eyes, donc des cinq yeux, donc qui est ce groupe de partage de renseignements États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Australie, Nouvelle-Zélande, et dans lequel le Japon est un observateur très très proche. Donc c'est un allié indéfectible des États-Unis et la Chine donc prend ça très mal. Et la réponse chinoise n'a pas été des arguments scientifiques ou même une approche. Ok, on serait très heureux de contribuer à cette enquête. L'approche chinoise a été, puisque c'est comme ça, c'est 80% de droits de douane sur l'orge australien, dont la Chine est un importateur majeur. Et ça va être la menace de mettre fin à toutes les importations chinoises de différents minerais australiens et de remplacer l'Australie comme fournisseur par le Brésil. Donc maintenant, la Chine est clairement dans une attitude très américaine, malheureusement, de menace, de rapport de force, sachant que en bilatéral, ils ont quasiment toujours le dernier mot en termes de rapport de force. Et c'est pour ça que la Chine préfère le bilatéral au multilatéral. Parce qu'en multilatéral, on parle à 50 pays à la fois. En bilatéral, on parle à chaque fois avec des petits. Donc la Chine préfère toujours privilégier ça, tout comme les États-Unis d'ailleurs, depuis Donald Trump. Et donc la Chine est tombée dans cette dialectique très agressive, ce qu'on appelle en anglais le Wolf Warrior Diplomacy. Alors Wolf Warrior, ça vient du nom d'un film chinois, un film d'action. Si certains d'entre vous sont des inconditionnels de Chuck Norris, sachez que Wolf Warrior, c'est la version chinoise des films de Chuck Norris. Et c'est quand même les plus grands succès commerciaux de l'histoire du cinéma chinois. Wolf Warrior 2 a été le plus grand succès commercial. Et je vous résumerai le film, et ça nous permettra de comprendre ce qu'on entend par Wolf Warrior Diplomacy. Dans Wolf Warrior, le héros est un ancien membre des forces spéciales chinoises, qui est bien sûr à la retraite, qui vit paisiblement sa retraite, et il est sorti de sa retraite par de méchants mercenaires occidentaux, dirigés par un ancien Navy Seals, donc commando marine américain, qui viennent à la solde de trafiquants de drogue pour l'assassiner. Donc Wolf Warrior 1, c'est le héros qui tue des méchants mercenaires occidentaux pour se défendre. Et Wolf Warrior 2, il sort de sa retraite parce que les mercenaires reviennent, mais là, ce coup-ci, pour tuer de paisibles pêcheurs chinois. Donc là, c'est le héros chinois qui va au-devant des méchants occidentaux pour sauver le monde. Donc là, on a vraiment une dialectique. Au départ, la Chine est attaquée par l'extérieur, et dans le Wolf Warrior 2, la Chine vient au secours du monde qui est attaqué par les Occidentaux. Et bien là, on a vraiment un résumé de ce qui est devenu la diplomatie chinoise aujourd'hui, avec une diplomatie d'une agressivité inouïe, et ça se traduit dans la guerre informationnelle. Si vous regardez, si vous suivez, pour ceux d'entre vous qui sont sur Twitter, si vous suivez le compte Twitter de l'ambassade de Chine en France, c'est un des comptes Twitter les plus agressifs qui soit du dispositif diplomatique chinois à l'étranger, à tel point que les Américains eux-mêmes suivent le compte Twitter de l'ambassade de Chine en France, sur ce qui est tweeté en français. Ça a donné lieu d'ailleurs à la convocation de l'ambassadeur de Chine en France par notre ministre des Affaires étrangères, suite à un tweet qui prétendait que les autorités françaises laissaient mourir les personnes âgées dans les EHPAD au plus fort du coronavirus, sans les nourrir et sans les soigner. Et ça, on a vraiment une guerre phénoménale, à tel point que Twitter vient d'annoncer hier la fermeture de 170 000 comptes de propagande chinois, dont la moitié seraient des robots. Donc, c'est pour dire que cette stratégie-là n'est pas payante pour la Chine. Elle n'est pas payante du tout, elle est excessivement agressive.
Elle est d'une agressivité qui prend tout le monde par surprise. Et même même les pays et les acteurs économiques qui avaient plutôt un a priori positif vis-à-vis de la Chine, ne serait-ce que parce que ça pouvait être un contrepoids à l'Occident. Donc rien que pour ça, c'était intéressant, la Chine. Mais même eux se disent, ben, les Occidentaux, ils ne font pas ça. Donc même là, c'est extrêmement inquiétant et je pense que la Chine commet une erreur stratégique majeure. La Chine avait une autoroute devant elle avec cette crise du coronavirus, même si c'était parti de Chine. Je ferai le rapport avec le parallèle avec le SRAS. Le SRAS était aussi parti de Chine. Personne n'avait eu l'idée de condamner la Chine sur le fait que le virus venait de chez eux. Bon, mais ça venait de là, comme ça aurait pu venir d'ailleurs. Et la Chine avait été assez exemplaire dans la façon dont elle avait donné de l'information à Hong Kong pour que Hong Kong puisse bien gérer le SRAS. Là, la Chine maintenant semble être pressée par le temps et semble se dire il y a une opportunité, vu que l'Occident est affaibli, il y a une opportunité pour monter en puissance et il faut la prendre vite. Et ils sont en train de brûler toutes les étapes. Mais on s'est rendu compte qu'avec cette crise du Covid, que la Chine, qui détient aujourd'hui plusieurs secteurs stratégiques de plusieurs pays dans le monde, on a vu le cas des masques même ici en France et dans d'autres pays, est-ce que la Chine ne se sert pas de cette crise-là aujourd'hui pour maintenir sa force économique, sa puissance économique dans plusieurs secteurs stratégiques dans certains pays dans le monde entier? Alors, ils essaient de le faire, mais sur la question des masques ou des respirateurs ou de tout le matériel médical dont la Chine essaie d'inonder le monde pour montrer sa bonne volonté et pour montrer qu'elle est là pour sauver le monde, le problème, il y a deux problèmes. D'abord, ce sont des produits qui répondent à une crise ponctuelle. On voit déjà un grand nombre de pays occidentaux qui ont repris la production domestique de ces produits-là qu'ils avaient cessé de produire. La France s'est retrouvée à devoir quémander des masques à la Chine, mais maintenant la France reproduit des masques et va de nouveau être en position de produire sa propre consommation. Donc l'enjeu pour un pays comme la France, ce sera de ne pas répéter l'erreur qui avait été de détruire les stocks stratégiques de ces matériaux-là. Mais au-delà des masques, on a des secteurs comme l'automobile, l'aéronautique, où on sait qu'il y a beaucoup de pièces qui sont fabriquées au niveau de la Chine. Est-ce que ça, ce n'est pas des choses à regarder de très près? Alors absolument, mais le problème, c'est que cette pandémie et la gestion chinoise de cette pandémie au niveau de la communication et de l'après-coup avec cette agressivité croissante et qui est devenue insupportable malheureusement, c'est que ça a réveillé le monde entier et en particulier les nations industrialisées sur l'étendue de leur dépendance à la production chinoise et au marché chinois. Donc ça crée en fait aujourd'hui une vraie réflexion sur la nécessité de sortir de la Chine quand c'est possible. Et là, c'est l'économiste qui parle. Et j'ai peur que malheureusement, il y ait un niveau de dépendance dont on soit incapable de se passer aujourd'hui. Je pense que la dépendance à la production chinoise est beaucoup trop importante pour qu'on puisse s'en sevrer. On est un peu comme un addict à la drogue. On ne va pas pouvoir en sortir du jour au lendemain. Est-ce qu'on a des secteurs qu'on peut citer quand même, des secteurs importants qu'on peut citer par rapport à ce que vous dites? Il y a des secteurs sur lesquels on n'aura pas le choix. Les secteurs les plus technologiques, et c'est tout l'enjeu de la guerre technologique que met les États-Unis à la Chine, ces secteurs-là, il n'y a plus vraiment le choix. Il n'y a pas le luxe de se poser la question, est-ce que je peux me permettre de continuer à fabriquer ça en Chine ou est-ce qu'il faut que je le rapatrie chez moi? Il y a des pans entiers de l'industrie technologique qu'il va falloir rapatrier. Ça va être extrêmement compliqué parce qu'on a des niveaux de main-d'œuvre qui ne sont pas les mêmes, on a des niveaux de formation qui ne sont pas les mêmes. La Chine dispose d'armées entières d'ingénieurs que beaucoup de pays occidentaux n'ont plus, en tout cas pas en nombre suffisant. On les a en qualité, mais on les a plus en nombre suffisant. La Chine les a en nombre suffisant. Est-ce que c'est là-bas que se joue la troisième révolution industrielle? Non? Absolument. Absolument, absolument. La troisième révolution industrielle se joue sur ces thématiques-là et se joue par rapport à la Chine, par rapport à la capacité de la Chine de remporter cette course-là. Je suis persuadé, comme un des contributeurs de Asia Power Watch, qui a écrit un très bon article dessus, que je vous conseille, que l'avenir de la compétitivité chinoise et de la puissance chinoise n'est pas du tout la 5G. La 5G, comme le dit l'auteur, est une technologie, est une solution qui n'appelle que des problèmes. L'avenir, c'est sur cette nouvelle révolution industrielle qui va être la révolution verte et la révolution du développement durable. Et de ce point de vue-là, la Chine a énormément de choses à apprendre au monde. Je rappelle que la Chine est aujourd'hui le plus grand prescripteur de standards dans les énergies renouvelables au monde.
c'est le pays qui dépose le plus de brevets, le plus de standards au monde. Donc là, en effet, il y a une vraie problématique qui se pose. Vous mentionnez l'automobile. J'ai beaucoup travaillé sur la question automobile à travers l'affaire Carlos Ghosn. Des entreprises comme Renault, comme Nissan, mais aussi comme Ford, comme Fiat Chrysler, vont avoir une vraie problématique, et même Toyota, vont avoir une vraie problématique de concurrence face à un nouvel acteur qu'est la Chine dans l'automobile. Parce que la Chine, l'avantage, c'est qu'ils arrivent beaucoup plus tard, donc ils ont complètement sauté l'étape moteur thermique. Ils passent directement, ils lancent directement des marques et des constructeurs sur le créneau énergie verte et nouvelle mobilité. J'en veux pour preuve le succès d'entreprises comme BYD qui inondent le marché latino-américain de ces bus, de ces minibus électriques. Aujourd'hui, vous allez à Bogota, vous allez à Sao Paulo, vous allez à Buenos Aires, c'est quasiment plus que des bus BYD chinois électriques. Vous n'avez pas d'acteurs européens ou japonais ou nord-américains. Alors, je pense que là on est vraiment de plein pied dans l'économie chinoise. On sait qu'il y a des investissements tentaculaires, boom de l'industrie, vous en avez parlé, hausse du PIB. La Chine se prépare donc à ravir le leadership mondial aux États-Unis. Aujourd'hui, quels sont donc les piliers de la stratégie chinoise pour dominer l'économie mondiale aujourd'hui? Alors, les piliers sont au nombre de 3, on peut les résumer à 3 réellement. Et je vais commencer par l'ordre dans lequel je vais les traiter, celui qui va prendre le moins de temps à celui sur lequel je vais devoir m'attarder un peu plus. Le premier pilier, qui est un pilier purement domestique, c'est le pilier, j'en ai parlé tout à l'heure, de l'imprégnation qui est maintenant systématique du militaire dans le civil. Aujourd'hui, une entreprise chinoise, qu'elle soit privée, a fortiori publique, qui fait de la recherche et du développement, doit toujours avoir dans sa recherche et développement une possibilité d'application militaire. Toujours. Ce que fait Huawei, ce que fait Tencent aujourd'hui en intelligence artificielle, par exemple, ce que fait Alibaba en intelligence artificielle sur le deep learning, ça doit systématiquement avoir une application possible militaire. Et là, je parle d'entreprises qui sont privées. Je ne parle même pas des entreprises d'État. Donc ça, c'est vraiment un des premiers piliers. Ça permet quoi? Ça permet d'abord d'inonder le tissu industriel de fonds publics. Vu que l'armée est impliquée, toutes ces entreprises bénéficient de fonds publics pour la recherche. Donc ça leur donne une avance en termes financiers phénoménal. Ça crée en fait un pool de fonds quasiment infini pour leur recherche. Et là, je parle de recherche appliquée, beaucoup plus que de recherche fondamentale. La Chine est beaucoup plus faible que les États-Unis, par exemple, sur la recherche fondamentale. Par contre, ils sont beaucoup plus forts en recherche appliquée. Donc ça permet d'avoir cette ligne de crédit quasiment infinie de l'État. Ça permet aussi une montée en puissance en parallèle de la puissance technologique et de la puissance militaire, puisque la problématique de la Chine, d'un point de vue militaire, était qu'elle avait une armée populaire de libération pléthorique, mais extrêmement arriérée d'un point de vue technologique par rapport aux États-Unis il y a encore une dizaine d'années. Aujourd'hui, la Chine est en train de combler ce retard technologique militaire, est aujourd'hui en capacité d'inonder les terrains d'opération de drones, d'envoyer des drones sous-marins. Ils sont capables maintenant de projeter leur marine, ce qu'on appelle en deep blue, donc sur l'océan lointain. Donc, ils sont capables d'aller attaquer les bases américaines jusqu'à Guam, probablement jusqu'à Hawaï, maintenant, de projeter leurs forces. Comme vous le savez, sur l'Afrique, la Chine maintenant dispose d'une base de commando marine à Djibouti de manière permanente. Et qui est à peu près en nombre quasi similaire à ce que les Marines américains ont là-bas. Donc ça permet d'avoir cette progression et de combler cet écart technologique à la fois dans le civil et dans le militaire. Donc ça, c'est le premier point. C'est traduit dans des textes de loi. Donc les entreprises n'ont pas le choix. Elles doivent pouvoir fournir des applications militaires à leur recherche et développement. Le deuxième pilier, c'est ce qu'on appelle, c'est en rapport direct avec ça, c'est ce qu'on appelle le projet, le plan Made in China 2025. Donc ça, c'est un plan qui a été proposé lors d'un congrès national du peuple il y a quelques années. Et l'objectif, comme son nom dit, c'est que l'essentiel, et par l'essentiel, ils entendent au moins 70%, voire un peu plus si possible, mais au moins 70%, des biens manufacturés stratégiques dont a besoin la Chine soient produits en Chine, et que la Chine n'ait plus à dépendre de la technologie occidentale, en particulier américaine ou japonaise. Donc ça, c'est le projet qui avait été proposé il y a quelques années. L'horizon, c'est 2025. Ils sont sur une assez bonne voie. Et l'idée américaine,
de s'en prendre à Huawei en particulier. Ils avaient commencé avec quelques autres acteurs des télécoms, mais ils s'acharnent particulièrement sur Huawei. L'idée, c'est de ralentir cette progression et cette autonomisation de l'industrie manufacturière technologique chinoise. Donc ça, c'est le deuxième pilier, Made in China 2025. Il est en train d'apparaître en fait un relais maintenant à Made in China 2025. C'est un nouveau projet qui vient d'être proposé, qui est China Standard 2035. Donc là, le nouveau projet, c'est que maintenant, la Chine, à l'horizon 2035, soit le principal prescripteur de normes et standards industriels, santé, qualité, process dans le monde. Et comme vous le savez, vous faites tous de l'intelligence économique, qui contrôle les normes et les standards prend une sérieuse option sur la victoire économique. Exactement. Quand un pays, par sa norme, a décidé de l'écartement des rails, on est à peu près certain que c'est ces trains à eux qui vont se vendre mieux que les trains des autres. Donc ça, c'est le nouveau projet qui est en train de prendre le relais de... La nouvelle route de la soie fait partie de ces piliers. Avant de parler du troisième, la nouvelle route de la soie... C'est le troisième pilier, justement. C'est justement le troisième pilier. J'y arrive. Donc, je termine donc juste sur China Standard 2035. Donc, c'est vraiment cette idée que, en particulier dans tous les pays qui sont considérés encore comme des zones d'influence possibles dans la guerre Chine-États-Unis, à savoir Afrique, Moyen-Orient, sous-continent indien et Amérique latine et Océanie, où la partie n'est pas encore totalement jouée, où l'Occident n'a pas gagné de manière définitive. Là, il y a de vraies chances pour la Chine de pouvoir imposer ses propres normes, ses propres standards. J'insiste bien sur le fait qu'on parle de normes et standards à la fois technologiques, qualité, santé. C'est vraiment très important. La Chine est en train, a pris conscience, et j'anticipe un peu sur les nouvelles routes de la soie, a pris conscience notamment des plaintes qui existent au sujet des nouvelles routes de la soie en termes de la qualité qui est proposée, et elle propose elle-même maintenant d'imposer à ses propres entreprises des standards de qualité beaucoup plus élevés pour faire en sorte que le mécontentement qu'il y a pu avoir en Asie centrale, en Afrique, sur la qualité des infrastructures, ne soit plus un problème à l'expansion de l'influence chinoise. Et donc ça m'amène au troisième pilier, qui sont donc les nouvelles routes de la soie. Alors les nouvelles routes de la soie, je le garde pour la fin. Pourquoi ? Parce que d'abord, on pourrait passer 3 heures ou même une journée entière à ne parler que de ça. Et on pourrait passer une journée entière à ne parler que de ça pour la bonne et simple raison que c'est une boîte noire, les nouvelles routes de la soie. En fait, dans les nouvelles routes de la soie, on y met tout et n'importe quoi. C'est une grande boîte noire. C'est une grande trousse à outils dans laquelle on trouve à peu près tout. On peut y mettre à peu près toutes les idéologies possibles et imaginables. On peut y mettre toutes les intentions chinoises possibles et imaginables. On y a mis l'amitié entre les peuples, on y a mis l'aide au développement, mais on y a mis aussi la diplomatie de la dette, donc la volonté de rabaisser les pays et de les écraser de dette pour les contrôler. On peut tout y mettre. Je commencerai par y mettre déjà une chose qui est purement chinoise et qui ne concerne que les Chinois, qui est le fait que les nouvelles routes de la soie sont avant tout un moyen pour les Chinois d'exporter leur surcapacité industrielle. Les Chinois souffrent de surcapacité industrielle depuis une dizaine d'années dont ils n'arrivent pas à se défaire. Ils n'arrivent pas à exporter tout ce qu'ils sont capables de produire, à cause notamment de problèmes de qualité, par exemple. Et ça leur permet, les nouvelles routes de la soie, de déverser toute leur surcapacité industrielle. Inonder le marché mondial. Absolument. Et donc de faire travailler leurs entreprises qui, sans cela, ne travailleraient pas au maximum de leur capacité. Donc, ils se débarrassent de surcapacité industrielle sur l'Asie centrale, le Moyen-Orient, en particulier le Pakistan. Ils ont mis le paquet sur le Pakistan pour essayer de contourner l'Inde. Ils ont inondé l'Afrique de leur surcapacité industrielle. Et ça leur permet aussi de maintenir la bulle de ce qu'on appelle les prêts non performants. La Chine souffre depuis le début des années 2000. Moi, je l'ai observé quand je travaillais donc dans ce cabinet d'audit et de conseil sur l'analyse des comptes des banques chinoises. Depuis le début des années 2000, la Chine souffre du problème des prêts non performants. Donc de cette quantité de prêts bancaires dont les banques savent qu'ils ne seront jamais remboursés, qu'ils seront délinquants. Ces prêts n'ont jamais été apurés. Ils ont été retirés des comptes des banques, mis dans des structures de défaisance qu'on appelle des asset management companies, mais ces prêts sont toujours dans le système. Ils ont été retirés des banques, mais ils sont toujours dans le système. Et la Chine, aujourd'hui, est toujours, depuis 20 ans, dans cette position très inconfortable et très dangereuse de bulle en termes de prêts, de prêts bancaires, de bulles de crédit, dont ils n'arrivent pas à se sortir, dont ils n'arrivent pas à se défaire. Et les nouvelles routes de la soie permettent d'écouler une partie de ces crédits de ces banques-là, de les restructurer sur des projets différents, en éloignant le danger, ne serait-ce qu'en l'éloignant géographiquement. Donc ça permet vraiment ça.
J'imagine que beaucoup de nos auditeurs africains ont pu observer un certain nombre des projets chinois en rapport avec les nouvelles routes de la soie en Afrique. On a vu les mêmes choses en Asie centrale. Le gros problème, c'est que dans la grande majorité des cas, malheureusement, ce sont des projets dans lesquels le pays hôte est un spectateur. C'est-à-dire que c'est une entreprise chinoise qui fabrique, peu d'entreprises locales sont impliquées, les entreprises chinoises viennent avec leurs armées d'ingénieurs et de travailleurs, il y a assez peu en relatif par rapport à ce qui pourrait exister de création d'emplois locaux par rapport à ce qui pourrait être fait. Et il y a très peu de retombées économiques pour les tissus économiques locaux. Et là, je parlerai même de choses extrêmement terre à terre. J'ai des exemples. Alors, j'ai plus travaillé sur l'Amérique latine que sur l'Afrique. Vous m'en excuserez. Je vais prendre là un exemple latino-américain. En Équateur, qui est le pays d'Amérique latine qui s'est le plus ouvert aux nouvelles routes de la soie, les ouvriers chinois ne vont même pas manger dans les restaurants équatoriens. Donc, il n'y a même pas de retombées pour le restaurateur à côté. Donc, ça crée un mécontentement assez important, d'autant plus que les modes de financement proposés par la Chine sont à la fois beaucoup plus flexibles que les modes de financement soit proposés par les bailleurs de fonds occidentaux ou alors les bailleurs de fonds multilatéraux, comme Banque mondiale, IFC, IMF et compagnie. Donc, ils sont plus flexibles, mais en même temps, ils sont beaucoup plus durs parce qu'il y a un système qu'on appelle le cross-default clause, donc la clause des défauts croisés, qui est une condition que les Chinois mettent dans de plus en plus de contrats de financement dans les projets routes de la soie sur les infrastructures. Et cette clause des défauts croisés, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit au pays à quel elle a affaire, si vous faites défaut sur un projet, nous stoppons tous les projets. Donc, en fait, si je comprends bien ce que vous dites, il y a plus à gagner au niveau de tout ce qui est emprunt, au niveau du côté de la Chine que de venir du côté des Occidentaux, parce que là, au niveau des prêts des structures occidentales, on a des accompagnements, on a des clauses qui sont quand même assez allégées, qui permettent effectivement des retombées économiques au niveau local. Tout à fait, il y a une vraie différence. Alors, la grosse différence, et ce qui rend l'investissement chinois plus attractif au départ, en tout cas, c'est que les Chinois, eux, ne viennent pas avec leur sac de leçons. C'est-à-dire que quand ils viennent dans un pays investir, ils ne viennent pas donner de leçons de démocratie, ils ne viennent pas donner de leçons de système économique. Ils ne font pas comme le FMI, par exemple, fait à l'Argentine en disant « Ok, on reconduit la dette, on vous sauve, on vous permet de ne pas faire défaut sur votre dette souveraine, à condition que vous ouvriez tel secteur à la concurrence. » Les Chinois ne font pas ce type de leçons d'économie ou de leçons de système politique. On l'a vu au Zimbabwe, ils font affaire avec qui que ce soit qui est au pouvoir. Ça ne les intéresse pas de savoir s'il y a une question de droit de l'homme, s'il y a une question de liberté politique, s'il y a une question de liberté religieuse. Ça ne les intéresse pas. Ils viennent faire du business. Mais le problème, c'est que si le pays ne rembourse pas, ils se payent sur la bête, donc ils se payent sur les matières premières locales, ou alors ils arrêtent tous les projets. Et là, ils vous laissent littéralement avec l'autoroute pas finie, le pont à moitié construit, la centrale nucléaire sans les puits d'uranium dedans, quoi. Donc, ils ont ça. Alors là, il y a une vraie pression en ce moment parce que du fait du coronavirus, il y a bien sûr toute la question et le débat sur l'allègement de la dette à tous les pays en développement, et en particulier à de nombreux pays africains. Et comme beaucoup de bailleurs de fonds multilatéraux, se sont engagés dans une voie de restructuration de la dette ou de moratoire, la Chine vient d'annoncer, un peu forcé, elle-même un moratoire sur les remboursements, je crois, pour 77 pays en développement, pas uniquement en Afrique, hein, également sur le sous-continent indien et au Moyen-Orient. Donc là, la Chine a été obligée un peu de se mettre au diapason parce qu'elle a pris conscience que ces conditions de financement dans les nouvelles routes de la soie, quand ça se passe bien, c'est plus attractif, mais si jamais ça se passe mal, c'est beaucoup plus violent que les systèmes de financement occidentaux ou multilatéraux. Donc là, elle a pris conscience qu'en ce moment, ça va forcément mal se passer parce que les recettes fiscales de tous les pays sont en train de s'effondrer, étant donné les confinements économiques et le fait que tous les systèmes économiques maintenant tournent au ralenti, voire sont complètement bloqués. Donc les recettes fiscales des pays vont s'effondrer et donc la capacité de remboursement va être sérieusement mise en question. Donc là, la Chine est un peu forcée de s'aligner sur les conditions multilatérales. Et je crois que notamment les banques de développement chinoises comme New Development Bank, basées à Shanghai, se sont mis au diapason de ces conditions-là. La question, ça va être pour combien de temps? Est-ce qu'ils ne vont pas reprendre les mêmes méthodes de financement et la même dureté
de conditions de financement quand les choses se seront un peu normalisées. Et donc voilà, donc ces nouvelles routes de la soie, c'est vraiment un fourre-tout qui permet avant tout à la Chine de se défaire de certains poids morts industriels et financiers qu'elle a chez elle, et qui lui permettent de tenter, de tester en fait dans le monde entier sa capacité à faire de l'influence, sa capacité à occuper le terrain, sa capacité à prendre des places stratégiques à d'autres pays influents, à venir tester un peu s'il est possible de manger sur la chasse gardée américaine en Amérique latine, de venir voir s'il est possible de manger sur l'influence européenne en Europe centrale, par exemple. Et il y a des actions extrêmement intéressantes qui ont été menées par les Chinois avec les routes de la soie en Pologne, en République tchèque, en Hongrie, en jouant sur l'opposition de ces pays avec Bruxelles, sur d'autres questions, par exemple. Il y a la question de l'Italie qui est extrêmement intéressante. L'Italie, avec la montée de l'anti-européanisme italien, ça, la Chine l'a vu comme une opportunité en or. Et l'Italie, le gouvernement précédent... L'Italie a été le premier pays à être aidé par la Chine pendant la crise. Absolument. Absolument. Et ça a été le premier pays à être aidé par la Chine, en partie parce que ça a été le premier pays d'Europe occidentale à signer l'accord Nouvelle Route de la Soie avec la Chine. Donc ils ont montré d'entrée de jeu, et uniquement sur une stratégie d'opposition avec Bruxelles. Comme l'Italie à l'époque, le gouvernement italien de droite populiste était en opposition avec Bruxelles, ils se sont dit quel meilleur moyen de montrer notre opposition à Bruxelles que de signer un accord Nouvelle Route de la Soie avec la Chine. Donc la Chine joue là-dessus et teste à travers les nouvelles routes de la soie le type de résistance auquel elle est affrontée ou pas. D'accord. Je voulais rappeler donc à toutes les personnes qui nous suivent que nous sommes avec Nicolas Michelon, fondateur gérant Asia Intelligence, et aussi c'est le responsable de l'éditeur AsiaPowerWatch.com, spécialiste de la Chine et du Japon. Alors, on sait en 2016 que le président Trump déclarait, et je le cite, les Chinois sont en train de reconstruire leur pays avec notre argent. Est-ce que vous avez un commentaire sur ce qu'il a dit, le président Trump? Écoutez, un économiste honnête qui a observé la Chine doit reconnaître, qu'on aime Trump ou qu'on ne l'aime pas, que le constat est assez vrai, est assez juste. La Chine, clairement, finance sa montée en puissance, crée sa montée en puissance en grande partie grâce à l'investissement et à l'argent des pays occidentaux et du Japon, c'est indéniable. Ce qui n'enlève rien à la capacité de travail et au génie chinois, parce que ça ne se fait pas sans travail, et Dieu sait que les Chinois travaillent probablement beaucoup plus que les autres, mais ça se fait indéniablement grâce à ça. Mais là où je ne suis plus Trump, c'est que je lui rappellerai, mais je crois d'ailleurs qu'il a lui-même reconnu dans d'autres allocutions, je lui rappelle que personne n'a obligé l'Occident et le Japon à tout délocaliser en Chine. La Chine, en 79, n'était pas en position de mettre un pistolet sur la tempe des Occidentaux, des Japonais, en leur disant « vous délocalisez, sinon ». C'est ces pays-là qui ont décidé de délocaliser. Il y a eu une course à la délocalisation. Il y a encore 5 ans, c'était à qui délocaliserait le plus de produits. Il y avait un intérêt de délocalisation. Bien sûr, mais un intérêt court terme. C'est ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que c'était un intérêt extrêmement court terme, alors qui est mené bien évidemment par les exigences court terme des marchés financiers, quand il s'agit de générer des bénéfices trimestre après trimestre et de redistribuer l'intégralité quasiment de ces bénéfices aux actionnaires trimestre après trimestre, il faut trouver des économies d'échelle, il faut trouver des économies de coûts, et où est-ce qu'on les trouve dans ces pays-là. Donc ce sont des priorités extrêmement court terme qui nous ont mené à ça. Et aujourd'hui, dans une telle situation d'urgence, sur des questions aussi simples que de la production de masques en papier ou de respirateurs qui sont quand même des machines assez simples à produire, hein, on en imprime en 3D tellement c'est simple, on n'est plus capable de faire face. Et aujourd'hui, on se rend compte que des acteurs comme Huawei, maintenant, sont devenus des concurrents dangereux. Et comme se pose derrière toute la question de la proposition par la Chine d'un modèle économique et d'un modèle de société totalement alternatif au modèle occidental, là on a un vrai affrontement de modèles, et aujourd'hui on a un vent de panique qui souffle en Occident et au Japon vis-à-vis de ça, en se disant on s'est réveillé trop tard. Mais encore une fois, c'est aux Américains, aux Européens et aux Japonais d'abord de s'en prendre à eux-mêmes. C'est eux qui ont décidé de délocaliser, et c'est eux qui se sont mis en position maintenant d'avoir les plus grandes difficultés du monde à délocaliser.
Est-ce que pour vous, dans cette guerre économique, là, les adversaires de la Chine, je veux dire les autres puissances en face, hein, les États-Unis, l'Union européenne, la France, est-ce que ces puissances-là n'ont pas sous-estimé la Chine? Oui, certainement, et la Chine a été sous-estimée par toutes ces puissances-là pendant longtemps. C'est pourtant pas faute d'avoir eu des lanceurs d'alerte très nombreux qui disent quand même depuis longtemps, attention, la délocalisation va beaucoup trop loin, attention, la Chine a un objectif, a un modèle à proposer, et qui est totalement une antithèse du modèle que nous proposons. Alors après, à chacun de dire lequel il préfère, mais quand on est une puissance occidentale et qu'on défend un modèle, il faut quand même s'inquiéter sérieusement du fait qu'un modèle totalement alternatif et une antithèse et soit proposé à l'autre bout du monde et commence à bien fonctionner. Sur, par exemple, l'utilisation de la technologie pour le contrôle des populations et le contrôle des données des populations, le modèle chinois est extrêmement attrayant pour tous les régimes un peu durs. Et on voit le succès avec lequel les Chinois exportent leur technologie de sécurité dans des pays d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Asie centrale. Ça se vend comme des petits pains parce que certains gouvernements qui ont plutôt tendance à l'autoritarisme voient ça comme vraiment une solution miracle. Et de ce point de vue-là, par exemple, la question du crédit social en Chine, ce système de crédit social basé sur la reconnaissance faciale, les données biométriques, et tous les algorithmes qui tournent derrière pour recouper les données, c'est une annonciation un peu de ce qui se prépare dans un certain nombre de pays qui vont basculer du côté chinois d'un point de vue technologique, ce qui ne veut pas dire que je ne vois pas un danger similaire côté occidental, mais qui va se faire sur des modalités un peu différentes, je crois. Les modalités chinoises vont être beaucoup plus brutales. Moi, je le vois en Chine, hein, j'y retourne chaque année, j'y étais l'été dernier. On voit aujourd'hui clairement dans les rues de Shanghai les bornes qui filment en permanence les gens qui traversent les rues, et dès que quelqu'un traverse au mauvais moment ou au mauvais endroit, sa photo apparaît en grand. La personne, par la reconnaissance faciale, reçoit un SMS qui l'informe de l'amende, et si l'amende n'est pas payée au bout de 3 ou 4 jours, il y a un point de crédit social qui est retiré, et un peu comme les permis à points en France, s'il vous manque des points, ça a une incidence sur le taux d'intérêt de votre prêt, sur la prime d'assurance. Ça peut avoir une incidence sur votre capacité à acheter un billet d'avion ou un billet de train. Je connais des gens, par exemple, qui sont interdits d'avion pendant 3 ans parce qu'ils sont mal comportés dans un avion. Donc, ils ont interdiction d'acheter un billet d'avion. Donc, ça se traduit par des choses très, très, très dures et qui, au-delà de la réflexion sur les droits de l'homme, sur cette question-là, pose la question beaucoup plus concrète de l'utilisation des données personnelles. Parce que pour avoir ce système de contrôle, il faut avoir dans des bases de données l'intégralité des données biométriques de l'intégralité de la population, ce qui est le cas aujourd'hui en Chine. Aujourd'hui, les ordinateurs de la police chinoise ont dans leur base l'intégralité des données biométriques et de la reconnaissance faciale de l'intégralité de la population chinoise. On sait que sur ces aspects-là, la Chine, elle est beaucoup critiquée par rapport à tout ce qui est reconnaissance faciale, tout ce qui est données, conservation de données et tout. On parle du fait que la Chine essaie d'espionner un peu sa population. L'Europe même critique la Chine. Mais aujourd'hui, on se rend compte au niveau de certains pays européens on tend quand même vers tout ce qui est reconnaissance faciale et tous ces aspects-là. Un mot, c'est un peu paradoxal de critiquer d'un côté la Chine et de refaire les mêmes choses. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, je reconnais tout à fait qu'il y a la même tendance en Occident, mais je pense qu'en Occident, ça va se développer d'une manière beaucoup plus soft et beaucoup plus graduelle. Et il y a encore la possibilité, à travers la société civile, d'opposition. Il y a encore la possibilité, à travers des class actions, par exemple, auprès de tribunaux, de refuser que certaines données soient conservées. Alors, est-ce que ça nous donne l'assurance totale que la donnée soit réellement détruite? Probablement pas. En tout cas, je dirais que l'avantage dans les pays occidentaux, ou des pays comme le Japon ou la Corée ou Taïwan, ou toute l'Amérique latine, c'est que ça fait encore débat. En Chine, il n'y a pas de débat. En Chine, il n'est pas possible d'avoir ce débat. Un Chinois qui refuserait aujourd'hui, en fait, serait dans l'impossibilité de refuser. Aujourd'hui, en Chine, vous ne pouvez pas, tout simplement pas, effectuer la majorité de vos paiements si vous n'avez pas renseigné un certain nombre de données biométriques sur l'application Alipay ou WeChat Pay de Tencent, par exemple. Tout simplement. Donc, en fait, vous vous désocialisez de facto à une vitesse incroyable si vous ne rentrez pas là-dedans. Et dans un certain nombre de cas, il est même
impossible de refuser, il est même illégal de refuser. D'accord. Donc le débat n'a pas lieu. Alors, C'est la on a différence. une question de quelqu'un qui nous suit. On nous demande, est-ce qu'il y a des éléments de contradiction face à l'économie de la Chine? Est-ce que les autres puissances qui sont face ont des éléments de contradiction face à la Chine? C'est-à-dire Des éléments, des éléments qui permettraient à ces pays de contrecarrer la Chine? exactement, de faire face. Alors aujourd'hui, ça va être des éléments qui vont être assez soft et qui en fait ne sont pas forcément des éléments purement économiques. Le gros problème de la Chine, et ça se ressent dans l'économie, mais ce n'est pas une donnée purement économique, c'est sa fixation sur la question de l'unité et de l'harmonie. La Chine est un pays qui est obnubilé par ça, qui est obsédé par cette question-là. Tout ce que fait la Chine, et ce dont on a parlé tout à l'heure, par exemple, sur la façon dont la Chine a communiqué, ou plutôt la façon dont elle n'a pas communiqué sur le coronavirus, c'était avant tout dans cet objectif-là, pour ne pas effrayer la population, pour ne pas donner à la population l'impression que le Parti communiste et l'autorité locale ne contrôlent plus. Donc il y a toujours cette obsession de l'harmonie et de l'unité. Pourquoi? Parce que l'histoire de Chine est faite de désharmonie et de désunion. Elle est faite de guerre civile. Et la dernière grande période, qui est la période de référence pour la Chine contemporaine, celle qu'on voit sous nos yeux, la grande période d'humiliation, c'est le milieu du 19e siècle, avec ce qu'on appelle les guerres de l'opium, les traités inégaux, le sac du palais d'été par les armées occidentales. Donc c'est cette grande période d'humiliation de la Chine où les Occidentaux, les Russes, les Japonais, viennent en Chine comme s'ils étaient chez eux, installent des bases commerciales, inondent la Chine d'opium, prennent Hong Kong, imposent des traités totalement humiliants à la Chine, et où la Chine n'est pas en position de faire quoi que ce soit. Donc ça, c'est vraiment la grande période fondatrice de la Chine contemporaine, et c'est tout ce à quoi la Chine fait référence en permanence en interne pour justifier sa volonté de puissance aujourd'hui. Donc c'est tout à fait, on le comprend tout à fait. La Chine ayant cette conscience extrêmement aiguë qu'elle est la plus grande puissance du monde, la Chine se considère comme la plus grande civilisation du monde, les Chinois se considèrent comme une race supérieure à toutes les autres. Et cette anomalie du 19e siècle est la plus grande humiliation pour eux, et tout ce qui est fait aujourd'hui est fait dans le sens de ne pas retrouver les conditions qui permettent de nouveau une humiliation pareille. Donc, pour répondre à cette question, quel type de stratégie? L'idée, et c'est exactement ce que vient de proposer Steve Bannon, l'ancien conseiller stratégie de Donald Trump, l'idée, c'est de créer la désunion au sein de la Chine face au Parti communiste. L'idée pour l'Occident, et la meilleure façon pour l'Occident de reprendre la main, c'est d'arriver à mobiliser les Chinois contre le Parti communiste, d'arriver à leur faire passer l'idée que le Parti communiste ne représente pas la Chine, que ça n'est pas la Chine. On le voit avec ce dont j'ai parlé tout à l'heure, le Wolf Warrior diplomatie. Ça n'est pas du tout une manière chinoise de faire de la diplomatie. La diplomatie chinoise a toujours été une diplomatie très soft, très douce, très consensuelle par le passé. N'essayez pas systématiquement de passer en force. Et Steve Bannon, qu'est-ce qu'il vient de faire la veille de l'anniversaire du massacre de Tiananmen? Il pose dans la baie de New York avec la Statue de la Liberté en arrière-plan, avec un milliardaire chinois dissident qui s'est enfui de Chine pour se réfugier aux États-Unis, et il annonce l'article d'incorporation de l'État fédéral chinois. Et il propose aux Chinois, de la diaspora d'abord, et ensuite les Chinois en Chine, qui acceptent d'écouter son discours, de militer pour un État fédéral chinois, un peu à l'américaine, où du coup les régions, les minorités chinoises auraient une autonomie importante, les Tibétains, les Ouïghours musulmans, les Mongols auraient une grande autonomie, et ce qui n'est pas totalement idiot parce que ça s'inscrit dans une réflexion très ancienne chinoise, à savoir, est-ce que la Chine devrait être un État centralisé ou plutôt un État fédéral avec juste un empereur à la tête? Ça a été une discussion qui a eu lieu par le passé, donc c'est pas un truc qui sort du chapeau. Donc ça, c'est une question importante parce que le système actuel chinois, même si c'est une machine de guerre,
ça crée énormément de mécontentement en Chine, énormément de mécontentement. Les gens sont très mécontents, on le voit quand on lit le chinois, quand on regarde les réseaux sociaux chinois, il y a énormément de mécontentement. Le gouvernement chinois est obligé de censurer énormément de comptes sur les réseaux sociaux chinois parce que le mauvais mot a été utilisé, la mauvaise expression a été utilisée parce qu'ils sentent qu'il y a une critique. Donc là, il y a un vrai point faible, et c'est pour ça que le Parti communiste chinois est d'autant plus agressif vis-à-vis de l'extérieur, pour essayer de détourner l'attention de tout ce mécontentement chinois vers le danger extérieur, le danger étranger, l'animosité japonaise, le danger des Occidentaux. Voilà. Donc ça, c'est vraiment... Parce que purement économiquement, ça va être très, très compliqué, étant donné la dépendance qui a été construite sur ces 40 dernières années. Alors, on a une autre question, c'est quelle leçon la France, l'Occident en général, peut-elle apprendre à la Chine? Même question pour l'Afrique, le tiers-monde en général, en supposant que les leçons ne seront pas les mêmes. Alors écoutez, quelle leçon la France ou l'Europe en général peut donner à la Chine ou au reste du monde à travers ça? Là, je vais dire Joker, parce que malheureusement, l'Europe en général, mon opinion est que l'Europe a commis un double suicide au XXe siècle avec la Première et la Seconde Guerre mondiale. Et là, on parle vraiment de suicide. Ça vient pas de l'extérieur, c'est pas une pression Oui, extérieure. il est fort quand même. Pardon? Je vais dire le mot, il est fort quand même. Il est fort, mais c'est un mot qui a été employé par beaucoup d'historiens, beaucoup de commentateurs. Un de nos anciens ministres de la Défense, Jean-Pierre Chevènement, parle Exact. d'une sortie du monde ou d'une sortie de l'histoire, je ne me Exact. rappelle plus. Donc non, je pense que oui, en effet, le mot est fort, mais je pense qu'il est très juste, il est très à propos. C'est un vrai suicide. Alors d'abord par l'étendue de la destruction que l'Europe s'est imposée à elle-même dans ces deux guerres, aussi bien au niveau humain qu'économique et infrastructurel. Mais plus grave que ça, c'est un suicide, je dirais, civilisationnel. L'Europe, depuis 1945, ne croit plus à sa puissance, ne croit plus à elle-même, ne croit plus à sa grandeur. On le voit aujourd'hui encore avec un certain nombre de débats de société où il est interdit d'être fier d'être français, où il est interdit d'être fier d'être européen, où il est interdit d'être fier d'être chrétien. Donc ce sont des discours extrêmement délétères qui se sont développés et qui, je pense, sont à mettre en rapport avec l'absence de volonté de puissance, y compris économique. Donc, qu'est-ce que la France peut dire à la Chine aujourd'hui ou l'Europe? Ben, plus rien. Plus rien du tout. Je pense on est à une période où l'Europe occidentale doit se taire, doit se reconstruire intérieurement et redeviendra une puissance influente et une des plus grandes puissances, où les pays européens redeviendront les plus grandes puissances, quand ils seront capables, non pas par le discours, mais par l'exemple, de montrer un modèle. Aujourd'hui, pardon? Par des actes. Exactement. En montrant que on a reconstruit une vraie industrie, on a reconstruit une société solide, une société unie. Si on parle de la France, on a refait de la France un pays dont les citoyens sont fiers, auquel les citoyens sont fiers d'appartenir, où les gens sont fiers de leur histoire, où ils reprennent, comme l'avait dit notre président, le bon comme le mauvais, où ils assument tout, parce que l'enjeu n'est pas de juger l'histoire, n'est pas de dire ce passage était mauvais donc je crache dessus, où on prend tout ce qui a été fait avant et on l'assume et on en tire des conséquences et on en tire des leçons. Et je pense que c'est ça, ce type de leçons qu'on peut donner, sauf que si ce ne sont que des mots, eh ben, ça nous sera renvoyé au visage, comme à chaque fois qu'on fait que du discours. Donc là, je pense que malheureusement, on n'a plus vraiment de leçons à donner. En termes de gestion de l'influence, on voit bien que l'Europe est totalement submergée sous l'influence américaine. On l'a revu avec l'affaire Alstom General Electric. On voit que l'Europe est totalement désunie encore aujourd'hui lorsqu'il s'agit de se protéger contre les tentatives chinoises d'acquisition d'actifs stratégiques en Europe. Chacun fait un peu ce qu'il veut dans son coin. La législation européenne est extrêmement floue. Là où l'Allemagne essaie d'être très dure, l'Italie n'essaie pas de l'être du tout. Là où l'Angleterre essaie de refermer ses portes à Huawei, le Portugal reste grand ouvert. Là où les Pays-Bas ou la Suède est en train de fermer tous les instituts Confucius. Est-ce que c'est une Union européenne qui est désunie? Est-ce que c'est une Europe qui est désunie face à la Chine? Face à tout le monde, face aux États-Unis également. Je pense que l'Union européenne est un projet qui a totalement déraillé. C'est un projet qui, à mon sens, là c'est une opinion très personnelle, qui a été très bancal dès le début.
qui partait sur deux volontés franco-allemandes, en fait, qui ne regardaient pas dans le même sens. Les Allemands voulaient utiliser l'Union européenne comme outil de puissance économique et les Français voulaient l'utiliser comme outil de puissance politique. Et ça, tant que c'était les 30 glorieuses, ça ne se voyait pas. Mais une fois arrivés les premiers chocs pétroliers et les premières crises, eh ben, on a vu que Allemands et Français, qui sont les deux moteurs, en fait, ne veulent pas la même chose à travers l'Union européenne. Et on voit aujourd'hui encore les désunions en dépit des changements de gouvernement. Donc, c'est même pas des problèmes d'hommes. C'est pas uniquement deux chefs d'État qui n'arrivent pas à s'entendre. On change les chefs d'État, eh ben, ça ne marche toujours pas. Le couple franco-allemand ne fonctionne toujours pas. Parce que je pense qu'on ne veut pas la même chose à la base. La vision de puissance n'est pas la même. La France a toujours une vision qui est beaucoup plus de puissance politique. L'Allemagne pense que la puissance se fait par l'économie. Et je pense que c'est une des grosses faiblesses de la France aujourd'hui, de mettre trop de temps à se rendre compte que la puissance se joue aujourd'hui par l'économie et pas uniquement par le politique. Pourtant, Donc je pense qu'aujourd'hui, l'Union européenne est tout à fait désunie. d'accord. Un mot sur le lien direct, les liens économiques entre la France et la Chine. Ben, les liens économiques entre la France et la Chine sont forts, mais ils sont forts là où la Chine accepte qu'ils le soient. Je dirais que malheureusement, c'est un peu la Chine qui siffle la France quand on en a besoin sur les thématiques qui l'intéressent. Donc on l'a vu dans le médical, contre l'avis d'ailleurs des services de renseignement français. Ce laboratoire P4 est ouvert à Wuhan. De nombreuses notes des services de renseignement français s'insurgent contre ça et alertent contre les dangers, ne serait-ce que sur les méthodologies qui risquent de ne pas être respectées, avec tous les dangers qui peuvent en découler, et on voit que maintenant on a cette pandémie. On le voit sur le nucléaire, les Chinois ont sifflé Areva quand ils en avaient besoin, et maintenant les Chinois font concurrence à Areva sur beaucoup de marchés tiers. Donc c'est malheureusement une relation qui est totalement beaucoup plus de dépendance, qui est totalement déséquilibrée. Et on a même le plus grand mal à contrôler ce que les Chinois viennent faire en France, ce sur quoi ils viennent investir. Là, on a eu la chance de pouvoir récupérer l'investissement chinois dans l'aéroport de Toulouse, mais c'est vraiment un coup de chance. Hein. C'est parce que l'investisseur chinois lui-même a eu maille à partie avec la justice chinoise et a perdu beaucoup d'argent en Chine, qui s'est retiré. Mais s'il n'avait pas voulu se retirer, on avait perdu un actif stratégique majeur dans l'aéroport de Toulouse, qui est quand même l'aéroport qui dessert le plus grand centre de recherche aéronautique en Europe. Donc là, on a vraiment une très grande faiblesse de notre part, mais qui est pas propre à la France, hein, qu'on retrouve dans beaucoup de pays voisins. Il y a guère que l'Allemagne qui arrive à se réveiller, qui a arrêté à temps certaines opérations de rachat chinois d'actifs stratégiques allemands. De la part de la France, on va voir. Alors, il y a des nouvelles législations qui sortent avec des nouveaux contrôles des investissements étrangers. On va voir avec quelle rapidité Bercy va activer les barrières pour dire ça, rachat interdit. Mais c'est pas uniquement la Chine, hein, je rajoutais dans votre phrase, face aux États-Unis, parce que la problématique face à l'investissement américain en France est la même, face au rachat des pépites françaises technologiques par les Américains, c'est la même problématique, c'est exactement la même problématique. Et si on prenait la question dans l'autre sens, pour dire quelle leçon la Chine peut donner, donc, elle, à la France ou à l'Afrique, si on prenait la question dans l'autre sens? Écoutez, si on évacue la question de l'attractivité du modèle, et je peux comprendre que le modèle chinois soit attractif pour certains, il n'est pas pour moi et c'est pas le modèle que je souhaite pour mon pays. Donc si on évacue cette question-là, parce que dans ce cas-là, la Chine aurait beaucoup de leçons à donner sur comment mettre en place son modèle, mais moi je souhaite à l'Afrique de ne pas faire ce choix-là, par exemple. En tout cas, c'est une leçon, là par contre, pour le monde entier, qui est une leçon de volonté de puissance. Je pense que la Chine donne une très belle leçon que la puissance est avant tout une affaire de volonté. Alors, pour la Chine, il y a bien sûr l'effet masse qui joue, quand un pays de cette taille-là et de cette politique, de volonté de puissance. On est puissant dès lors qu'on veut l'être. Je prendrais un exemple totalement opposé, Singapour. Vous avez péniblement 5 millions de personnes. C'est un pays qui a une seule ville, qui est entouré par deux pays, la Malaisie et l'Indonésie, qui ont toujours eu des relations très conflictuelles avec Singapour. Et relativement à sa taille, c'est un pays qui est d'une très grande puissance, relativement à sa taille. Parce qu'il y a une vraie volonté d'exister, il y a une vraie volonté de survivre, il y a une vraie volonté de ne pas être poussé par les grands environnants, de ne pas subir les alliances, mais de pouvoir être une force. Au sein de l'ASEAN, Singapour est une des principales forces, alors que c'est un pays qui a que 4 à 5 millions d'habitants et qui a une seule ville.
et qui est envahissable en à peu près 45 minutes. Ils n'ont tellement pas d'espace aérien qu'ils sont obligés d'envoyer leur armée de l'air s'entraîner à Taïwan, en Arabie Saoudite ou aux États-Unis. Parce que vous mettez un coup de post-combustion et vous avez traversé Singapour en 2 minutes. Donc, et pourtant, c'est un pays très puissant. Donc la Chine a, je pense, pour la France, par exemple, ce type de leçon à donner, que la puissance est avant tout une question de volonté. Si on se veut puissant, on l'est, parce qu'on peut s'en donner les moyens, quelle que soit sa taille. La France n'a pas vocation à avoir la même puissance que la Chine, forcément, vu que la taille n'est pas la même. La Côte d'Ivoire ne pourra jamais avoir la puissance de la Chine, parce que la taille n'est pas la même. Mais relativement à sa taille, tout pays peut avoir une puissance démesurée, relativement à sa taille. Et je crois que ça, c'est le grand enseignement. Et l'autre enseignement, c'est qu'on peut faire ça en plus en se relevant d'un niveau d'effondrement quasiment jamais connu dans l'histoire. L'état dans lequel est la Chine, encore une fois, en 79, quand Deng Xiaoping lance l'ouverture et lance le développement, c'est un état de délabrement et de très grande pauvreté. On sort de ce qu'on appelle le grand bond en avant, qui s'est traduit par des famines qui ont tué, je crois, plus de 35 millions de personnes, si ce n'est pas plus. On sort de la révolution culturelle qui détruit tous les fondements culturels chinois. On sort même d'une refonte de l'alphabet où on appauvrit la langue à cause de l'idéologie communiste. Donc on sort des sans fleurs et tout. Hein. Absolument. Donc on sort vraiment d'un niveau de délabrement extrême. Après les destructions dues à l'invasion japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale également. Donc on sort de tout ça, et donc ça montre que c'est possible de repartir de zéro quasiment. Mais là, c'est une question de volonté. Et c'est pas uniquement la clé du succès chinois n'est pas uniquement une question de centralisation, d'autoritarisme ou de contrôle. Pas uniquement ça. Tout n'est pas dû à ça. Est-ce qu'aujourd'hui, je veux dire, dans la projection économique de la Chine, c'est quoi la prochaine étape économique que la Chine veut atteindre? Alors, il y a une différence entre la prochaine étape qu'ils veulent atteindre et la prochaine étape qu'ils risquent d'atteindre. Je vais vous parler des deux, si vous le voulez. Bien sûr. On va essayer d'être réaliste un moment. Bien sûr, l'étape qu'ils veulent atteindre, c'est résumé par ce nouveau projet dont j'ai parlé, China Standard 2035. Donc, c'est de devenir maintenant une puissance normative dans le monde pour tous les secteurs économiques et les secteurs de l'activité humaine. Donc ça, c'est une chose, c'est devenir un deuxième États-Unis, y compris au niveau des normes et au niveau des standards. Que demain, quand on allume son ordinateur qui sera chinois, ce soit un operating system chinois, que tout le monde se débrouille dans la langue chinoise. Voilà, c'est ça le prochain objectif. À la place de Google, on puisse utiliser Baidu maintenant de façon mondiale et voilà. Voilà, et qu'on soit capable de tout le monde, des Africains, des Latinos, des Européens, qu'il y ait une sorte de mauvais chinois qui soit parlé, comme le monde entier parle le mauvais anglais, et qu'il y ait une sorte de mauvais chinois parlé dans le monde entier, mais qui permette à un chinois, quand il va n'importe où dans le monde, qu'il y ait des gens qui le comprennent et qu'il n'ait pas à faire l'effort d'apprendre la langue locale. Donc de devenir un deuxième États-Unis, une deuxième puissance, comme le sont les anglo-saxons. Ce qui, par contre, ça est beaucoup plus réaliste, c'est qu'à mon avis, on va avoir maintenant je vais être prudent sur le mot, mais c'est quand même un peu l'idée, une certaine stagnation. À tout point de vue, la Chine maintenant est arrivée à un seuil, à un palier. Alors, je la crois tout à fait capable de dépasser ce seuil-là et de passer au palier d'après, mais je pense que ce palier va être un peu long. Et va être sur un palier à la fois en termes de croissance économique, tout simplement d'abord d'un point de vue purement macroéconomique, parce que la Chine arrive à un niveau de maturité qui fait qu'on ne peut plus avoir 10% de croissance. Un pays mûr économiquement ne tourne pas à 10% de croissance. Il est content quand il tourne à 3, 4, 5 dans les très bonnes années. Donc d'abord, pour un effet seuil, on va avoir une stagnation. Et en plus, comme expliqué tout à l'heure, il y a des problèmes intrinsèques domestiques à l'économie chinoise, que sont ses surcapacités et ses prêts non performants, qu'il va falloir régler et qu'il va falloir purger du système aujourd'hui. Et donc, il va falloir que la Chine bascule, embraye sur un modèle de développement beaucoup plus tourné vers le marché intérieur, vers sa consommation intérieure, vers la priorité qu'il a toujours été depuis 1979, mais qui n'ont toujours pas mené à bien, qui est de sortir l'intégralité de la population chinoise de la pauvreté, parce qu'aujourd'hui, il y a encore une grande partie de la population chinoise qui vit dans la pauvreté, même au sens banque mondiale du terme, même s'il y a un enrichissement phénoménal dans les régions côtières, dans l'intérieur des terres, vous avez encore des gens qui vivent avec moins de $1 par jour, toujours. Et donc ça, c'est vraiment un enjeu pour les Chinois, parce que c'est là qu'est le mécontentement, c'est là qu'est le risque
de mécontentement, de mouvements sociaux, voire de guerre civile. Donc là, il y a vraiment cet enjeu-là. Et le moment, pour le coup, est bienvenu, puisque les États-Unis et tout l'Occident derrière et le Japon vont commencer à mener une guerre technologique et économique à la Chine. Donc c'est le moment pour la Chine de se recentrer sur elle-même, de repartir sur un modèle de développement beaucoup plus domestique, d'assurer les fondements de sa solidité intérieure, d'assurer la solidité de tout l'édifice, avant de pouvoir repartir sur une autre étape, sur un autre seuil, qui va l'amener là à être un deuxième États-Unis. Parce que pour deuxième États-Unis, il y a encore un certain nombre de choses que la Chine doit faire. D'abord, des choses très pragmatiques du point de vue militaire, en termes de nombre, de technologie, de capacité de projection, mais il va surtout falloir que la Chine développe une influence, un soft power extrêmement puissant dans le monde. Il va falloir faire en sorte que ce soit maintenant la Chine que des pays appellent à l'aide quand ils ont un problème de terrorisme, quand ils ont un problème de catastrophe naturelle. Et pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. D'accord. Alors, on est en train de partir pratiquement à la fin de cette interview-là. On va juste parler une dernière question sur les difficultés de cette économie chinoise-là. Est-ce que, bien sûr, on se rend compte qu'au-delà de toute cette embellie économique, au-delà de toute cette montée en puissance de l'économie chinoise, de cette croissance économique chinoise-là, la Chine a quand même est confrontée à des difficultés économiques. Toi qui est confronté à l'actualité économique chinoise au quotidien, est-ce que tu peux nous en relever quand même quelques-unes? Mais au-delà de celles que j'ai déjà mentionnées, qui sont les surcapacités et la bulle du crédit, on a, et en lien avec ça, on a une problématique qui est très importante, qui est une résultante d'ailleurs de la bulle du crédit, c'est que comme les banques maintenant sont beaucoup plus réticentes à prêter à l'économie réelle chinoise, aux entreprises, étant donné l'état de leurs prêts non performants et de cette bulle, les entreprises se prêtent de plus en plus les unes aux autres. Donc on a un effet d'entraînement, un risque d'effet d'entraînement extrêmement important. Si une entreprise fait faillite, pour utiliser une métaphore très visuelle, elle risque de tirer la nappe et de faire tomber toutes les assiettes et tous les verres qu'il y a sur la table. Parce qu'en fait, elles se prêtent toutes les unes à les autres, parce que dans certaines industries ou dans certaines villes, l'accès au crédit bancaire est devenu extrêmement compliqué. Mais l'appétit d'endettement est toujours fort. Donc ces entreprises-là se prêtent entre elles-mêmes et ça force les autorités centrales chinoises à parfois nationaliser de force des entreprises privées lorsqu'elles estiment que ces entreprises prennent des risques indus et font du coup courir des risques à des secteurs entiers. Ça a été le cas par exemple d'une entreprise privée qui avait effectué des investissements complètement délirant en Russie dans l'industrie du gaz et du pétrole, sans aucune logique économique et sans aucun rapport avec le business model de l'entreprise elle-même, le patron a été mis en prison pour mauvaise gestion et l'entreprise a été nationalisée. Et ça, ce que craignaient les autorités régionales, c'était que si cette entreprise était laissée privée et faisait faillite, elle allait entraîner la faillite en chaîne de beaucoup d'entreprises qui lui avaient prêté de l'argent. Donc ça, c'est une vraie problématique de gestion microéconomique pour la Chine aujourd'hui. Et l'autre problématique, c'est bien évidemment le niveau d'autonomie de la Chine d'un point de vue technologique. La Chine est-elle aujourd'hui capable de totalement se passer des apports, des inputs technologiques étrangers, en particulier japonais, coréens, américains, taïwanais? C'est la question qu'on va voir et c'est la problématique qu'on va voir se dérouler sous nos yeux maintenant avec toute la guerre qui est faite à Huawei et avec, mais pas uniquement à Huawei d'ailleurs, et avec l'interdiction qui est faite aux entreprises américaines, mais même la pression qui est faite sur les entreprises taïwanaises de ne plus fournir de microprocesseurs, par exemple, aux Chinois. On va voir là la capacité de Huawei et de la Chine en général à produire ses propres microprocesseurs et à pouvoir se passer de ces inputs étrangers. C'est tout l'enjeu du projet Made in China 2025. Alors, votre conclusion sur le thème la Chine trouve-t-elle le sommet du monde? Mais écoutez, ma conclusion, c'est que c'est évident que la Chine trouble le sommet du monde, dans le sens où elle a surpris tout le monde par sa rapidité de croissance, elle a surpris
tout le monde par sa capacité à monter en gamme et à être présent sur des secteurs sur lesquels on ne l'attendait pas forcément avant les 50 prochaines années. Mais l'autre conclusion, c'est que la Chine avait devant elle une opportunité phénoménale d'accélérer sa puissance, d'accélérer son soft power, d'accélérer le niveau de bienveillance dont elle pouvait bénéficier dans le monde entier, et que cette chance-là, elle l'a gaspillée d'une manière phénoménale, et qu'elle s'est aujourd'hui probablement créé beaucoup plus d'ennemis qu'elle n'en avait avant le coronavirus. La Chine est toujours aujourd'hui en capacité de n'offrir aucun front commun face aux États-Unis. Les États-Unis ont l'OTAN avec eux, ont toutes les organisations internationales avec eux. La Chine n'a personne d'autre à mettre à ses côtés que la Corée du Nord et Cuba. Donc aujourd'hui, la Chine, malheureusement, n'a encore rien d'autre qu'une capacité de nuisance, notamment à travers la Corée du Nord, un peu à travers l'Iran, mais n'a pas de capacité réelle à offrir un front commun face à un adversaire. Et pour offrir un front commun, il faut créer du soft power et il faut créer une bienveillance chez les alliés. Et la Chine ne l'a pas pour l'instant, ça. Elle a des alliances de circonstances avec la Russie au sujet de l'Iran, par exemple, mais ce sont des alliances de circonstances. La Russie va vers la Chine à reculons, parce que l'Europe ne veut pas d'elle et parce que les États-Unis sont hostiles à la Russie. Mais ça n'est pas une position naturelle pour la Russie que d'être alliée avec la Chine. Pas du tout. Donc c'est nous-mêmes qui poussons la Russie dans les bras de la Chine, mais ce n'est pas une vraie alliance, ce n'est pas un vrai mariage. Et la Russie ne demande pas autre chose que de trouver d'autres alliés. Et j'ouvrirai peut-être sur une autre thématique qui peut intéresser l'Afrique, à mon sens, c'est la thématique de l'Inde. La grande question aujourd'hui, ça va être comment, alors que la Chine gaspille cette opportunité qui lui était offerte par le coronavirus, comment est-ce que l'Inde va jouer la partie? Parce que l'Inde, elle, a une vraie autoroute également, et a montré par le passé qu'elle est beaucoup plus intelligente de ce point de vue-là et beaucoup plus patiente que la Chine, et a une vraie opportunité d'accroissement de puissance par un soft power, par une approche beaucoup plus consensuelle que la Chine. Donc une grande question, et peut-être une idée intéressante à creuser en rapport avec l'Afrique, c'est qu'est-ce que l'Inde peut offrir en termes de modèle comme alternative également à la Chine. Alors, en tout cas, merci beaucoup. Je rappelle à toutes les personnes qui nous suivaient qu'on recevait Nicolas Michelon, fondateur et gérant de Asia Intelligence, éditeur asiapowerwatch.com, spécialiste de la Chine, du Japon. Merci beaucoup, Nicolas, d'être venu parler sur la plateforme du club OSINT Afrique Diaspora. Je rappelle que notre but est de promouvoir l'intelligence économique. On parle des aspects de guerre économique, de l'analyse de marché, de la veille stratégique, de tous les aspects aussi de l'OSINT. Et franchement, c'était un bonheur pour nous. J'espère qu'on a tous compris les arcades, sinon les éléments clés de l'économie chinoise. Est-ce que la Chine trouve-t-elle le sommet du monde? Je pense que chacun se fera sa petite idée à partir de tous ces éléments, toute cette grille de lecture qu'on a eue. Merci beaucoup. Et merci à vous. On se retrouvera sûrement bientôt sur d'autres plateformes pour parler de la Chine. Merci beaucoup. Avec plaisir. Au revoir. Bonne soirée. Merci à tous. Merci pour votre invitation. Au revoir.